Hello, Hello. welcome to Film Explorer Film Explorer. podcast. Café critique, café critique, café critique, café critique. Bonjour et bienvenue au Café Critique, le podcast de Film Explorer dédié à l'échange entre critiques de cinéma. Je m'appelle Eukisofolo et je suis en compagnie de Nicolas Bézard et Giuseppe Di Salvatore. Nous sommes sur les piazzas du festival Bildrausch à Bâle, qui présente le premier Suisse, le dernier film de Kiyoshi Kurosawa, Cloud. Le maître japonais, qui est majoritairement connu pour ses films investissant dans le genre d'horreur, revient à la thématique de la vengeance qu'il a expérimentée dans les années 90, mais en y ajoutant des critiques de capitalisme tardif et de la surconsommation, de l'anonymat et de l'aliénation innée à l'économie numérique. Le film suit la trajectoire d'un jeune homme, Ryosuke Yoshi, qui quitte son travail quotidien pour après avoir décidé de gagner sa vie à travers des reventes des objets en ligne qui l'enfoncent dans une avidité totale dont les conséquences sont bien violentes et également sans fond. Moi, je trouve que c'est un film qui est en réussite après tant d'années d'un peu des travaux, disons, médiocres, peut-être c'est un mot très fort dans l'œuvre de Kurosawa, en retournant à l'arrière, mais actualisant ces thématiques, des caractéristiques de ce film avec une touche très juste de la modernité et de contemporanéité très, au point. Donc, j'aimerais, avant de commencer notre discussion, j'aimerais avoir vos impressions, vos avis sur le film. Donc, commençons par Giuseppe, alors. Allô, merci. Oui, alors très généralement, peut-être juste mon positionnement général. Moi, je dirais ce film est un film très solide et un film magnifiquement fait, mais dans son développement et dans son crescendo, il m'a semblé accumuler des solutions formelles et des niveaux justement de sauts dramaturgiques qui, à la fin, lui font perdre des crédibilités. Je l'appellerais un produit de la postmodernité. Nicolas. Alors bonjour Eiko, bonjour Giuseppe. Je rejoins un petit peu Giuseppe dans son sentiment. Moi j'ai vraiment vu 45 minutes assez passionnantes d'ambiguïté, où Kurosawa prouve encore une fois qu'il est un grand metteur en scène, un grand formaliste, surtout un créateur de forme. Puis le film m'a semblé faire marche arrière en fait dans ses intentions et devenir dans sa deuxième moitié trop lisible, trop prévisible, pour ne pas dire ennuyeux et assez dispensable au final. Voilà. Mais vous trouvez pas que cette lisibilité, cette prévisibilité, disons, comme tu as dit, est un parti pris, un exercice de style qu'il assume complètement dans la totalité de film, je pense. Parce que même si les tons sont différents dans la première partie et la deuxième partie, ça quand même rejoint dans le fait que c'est un exercice de style ou un film sur le genre. Je suis d'accord. Je pense que effectivement, ces changements le long du film, donc cette évolution dramaturgique est voulue, est totalement assumée. Donc c'est pas nécessairement ça qui me dérange. Au contraire, je trouvais de plaisir de suivre un film qui a une certaine tonalité, qui est pour la première partie pratiquement basée sur la suspense. Donc Kurosawa maîtrise de façon incroyable justement les tempos, et ça je l'ai trouvé vraiment très bien. Et après, ça commence à partir dans un autre style. Voilà, un peu style plus de film de violence et des vengeances, justement, avec, on sort un peu de la dimension réaliste et on va dans presque un style caricatural. Donc, tout ce changement de style, c'est pas le problème. Pour moi, le problème, c'est justement qu'il y en a peut-être trop. Dans le sens que il y a une deuxième partie, voilà, où on part un peu à la chasse à l'homme et donc avec toute une certaine quantité de clichés typiques de ce type de cinéma. Pour après arriver, par exemple, je cite juste une scène sans trop spoiler, à la fin, le protagoniste, Yoshi, après avoir tué une quantité impressionnante de personnes, on le voit, entend comme s'il en s'était de regarder son téléphone et de dire « Ah, mais alors, mes affaires ». Et ça, j'ai entendu la salle rire, évidemment, on balance sur un niveau autre encore, c'est ce niveau, je dirais presque comique, de comédie.
Et pour moi, le fait d'ajouter encore aussi ces niveaux, ça fait perdre un peu de crédibilité à l'ensemble. C'est comme une mise à plat par par le trop de genre. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. Avant de donner juste la parole à Nicolas, je vais juste ajouter une chose. On parlait de la modernité comme un film contemporain, mais je pense que cette combinaison entre le rire, le rigolo et le sérieux, c'est un sentiment qu'on ressent beaucoup en regardant des films de genre des années 60, 40, 50. Donc, je pense que ce sont des figures un peu typiques ou archétypales du film des genres d'action. Il revisite aussi ces figures. Donc, ça, c'est aussi une idée, une proposition intéressante de revenir à l'arrière des archétypes du film de genre d'action de Yakuza, mais aussi des films américains, donc les méchants, le bon, mais il fait toujours des transitions entre les différentes qualités, donc on ne peut pas dire que voilà, ça c'est le méchant de ce film, ça c'est le bon personne de ce film. Il y a toujours des surprises, des contrastes inattendus entre les différents personnages de film. Je suis désolée, Nicolas, je t'ai coupé. Tu parles de surprise, justement, c'est là peut-être que le film pêche pour moi, en tout cas, par rapport à cette lisibilité dont je parlais dans mon introduction. Bon, il y a déjà une chose qu'il faut dire, et qui est très positive par rapport à ce film, c'est ce que je disais, c'est la forme, c'est la virtuosité de cette mise en scène et de cette mise en espace des corps aussi, qui est presque clinique, avec un langage cinématographique archimétrisé, avec toujours beaucoup d'intelligence et de justesse dans la manière dont Kurosawa utilise les axes de caméra notamment, les valeurs de plan, la profondeur de champ, le hors-champ, pour générer du suspense dans sa première partie, pour générer du sens de l'histoire, de la narration. Et je trouve qu'il exploite tous ces paramètres quasiment à leur maximum de potentiel narratif et angoissant. Et il est capable, par exemple, de nous terroriser avec simplement un bruit ou alors une ombre qui passe sur un mur. Enfin, c'est assez troublant la façon dont avec des choses toutes simples comme ça, il parvient à nous capter. Mais là où je trouve qu'il remplit pas complètement son contraste, c'est que, en fait, le film, c'est dans son rapport à la direction de spectateur. C'est-à-dire qu'il, dans les 45 premières minutes ou la première moitié, vraiment, il nous balade. C'est-à-dire qu'il ouvre plein de possibilités, plein de potentialités comme ça, de direction narrative. Et il passe de l'une à l'autre, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il y a beaucoup d'ambiguïté, le film est riche d'ambiguïté. Et puis d'un seul coup, dans la deuxième partie, il nous donne les clés de son film. Il jette un peu le bébé avec l'eau du bain et on a l'impression qu'en fait, c'est comme dans un entonnoir, tout se rétrécit et c'est nous qui avons une longueur d'avance sur ce qu'il va nous dire et on sait très bien comment on va finir ce jeu de massacre. On sait très bien que l'issue sera fatale et que, voilà, que tous les espèces de personnages caricaturaux qu'il a mis en place, par exemple la femme fatale, qui se dévoile fatale au fur et à mesure, va forcément conduire à une issue qu'on connaît et qu'on a déjà vue dans plein de films. Donc moi, c'est plutôt par rapport à son positionnement vis-à-vis du spectateur qu'il m'a déçu sur ce film, au contraire de ce que j'ai vu dans alors, Shime, je crois qu'on prononce comme ça, son film qui dure justement 45 minutes et où là, il n'y a pas une minute de trop. Le contrat est rempli du début à la fin et c'est une sorte de film absolument captivant d'un bout à l'autre. Si je te rejoins, Nicolas, sur ce point formel, par contre, j'aimerais bien revenir aussi sur le point, je dirais presque plus de contenu que tu mentionnais, OQ, parce que là, je suis d'accord avec toi dans le sens que c'est vrai qu'un élément qui peut-être balance la difficulté de suivre formellement ce film, même si on apprécie les surprises, plutôt à la fin, comme effet final, c'est justement ces thématiques du mal et ces thématiques de cette relation victime-bourreau. Parce que là, il y a un véritable renversement assez étonnant, où les victimes, qu'on imagine, même si peut-être violentes, quand même avoir une certaine légitimation, etc., glissent dans une position vraiment presque paradoxale de bourreau fou, sans limite, même de façon exagérée. Donc ces renversements créent justement une ambiguïté. Alors l'ambiguïté dont tu parlais, Nicolas, au début, qui est une ambiguïté reliée à la suspense, qui est une ambiguïté reliée à la storytelling, au fait de raconter. Aussi qu'il arrive à injecter dans sa mise en scène. Peut-être ça revient plus en termes thématiques, comme réflexion générale sur le mal, qui a cette façon de se contager, de cette façon de se propager, justement dans un crescendo où finalement tout le monde sera bourreau, tout le monde sera victime,
Alors là, ça se crée une véritable ambiguïté des rôles, une véritable ambiguïté qui est finalement quand même, oui, je dirais, ça va vers le bas, en bas, jusqu'à la scène finale qui acquiert un niveau, je dirais pas métaphysique, parce que ce pacte avec le diable à la fin, peut-être. Tu as quelque chose à Oui, ajouter, parce que, Nicolas? peut-être, enfin, ce sentiment de Giuseppe, il s'explique peut-être parce que le film n'est pas tenu jusqu'au bout. C'est-à-dire que, encore une fois, la première partie est extrêmement rigoureuse dans tous les compartiments du jeu, j'ai envie de dire, à la fois scénaristiquement, dans l'écriture, dans la mise en scène. Mais à un moment donné, il y a des choses absolument grotesques qui arrivent au niveau de l'écriture des personnages. Exemple, Yoshi s'évade de sa maison qui est au bord d'un lac comme ça, en forêt, un endroit un petit peu mystérieux. Il s'échappe parce qu'il est poursuivi par des méchants et il trouve rien de mieux à faire que de courir sur la route où il est le plus visible évidemment et où les méchants pourront très vite lui tirer dessus. Enfin, il y a des choses comme ça. Le personnage de sa petite amie aussi qui est très étrangement écrit et qui voilà, tire vraiment vers la caricature au bout d'un moment. Donc je trouve qu'au niveau de l'écriture comme ça, j'ai senti comme un laisser-aller au fur et à mesure que les minutes du film passaient. Et moi, personnellement, ça m'a un petit peu déçu dans mon plaisir de spectateur. Moi, je me demande si cette ambiguïté, cette déception était un parti pris de nouveau, comme une sorte de créer un mise en abîme entre l'histoire, le récit lui-même et les personnages. Parce que c'est vraiment le personnage aussi perdent leur repère, leur ethos presque de faire, pourquoi. Donc, Yoshi, par exemple, il commence par une sorte d'idée ou de plan assez construit, disons structuré par ce qu'il veut faire de sa vie et de gagner sa vie. Et progressivement, on voit qu'elle perd le contrôle de sa vie et de ses objectifs. Donc, le film, en quelque sorte, reflète cette perte de contrôle sur le récit lui-même. Je ne sais pas si c'est un parti pris ou c'est une faiblesse. Au contraire, c'est à discuter. Mais je trouve que le fait que cette correspondance existe, ça, je trouve ça intéressant. Même si on ne sait pas si c'est voulu ou c'est involontaire, mais ça existe. On peut en parler. Et une autre dimension que je trouve intéressante, c'est aussi le mot contagion, parce que c'est une thématique très récurrente dans le cinéma de Kurosawa. Je pense que c'est ce qui est l'objet de contagion dans ce film, c'est vraiment le perte de contrôle. Et c'est l'élément de surprise, je pense, ça vient de là, parce qu'on sait qu'il y aura de perte de contrôle dans le film d'action. Ça arrive, c'est attendu. Mais là, on ne sait pas d'où il va arriver. Donc, je pense que l'élément de suspense et de surprise, il découle de cette contagion. Donc, la contagion est inattendue. Ouais, moi, je partage ça, je partage cette idée de contagion. Après, c'est justement, comme on disait, c'est plus la sensation générale, peut-être à cause du final du film, où on a un peu la sensation que, vu que tout le monde est contagié, personne n'est contagié, comment dire, vu que tout le monde est mauvais, il y a cette mise à plat. Et c'est pour ça que je parlais du manque de crédibilité. Par contre, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé du film, peut-être plus à l'intérieur des moments. Et ça, ouais, ça crée quand même un thème qui est par tout le film. C'est cette idée de sécularisation du mal, je voudrais l'appeler comme ça, parce que dans les films d'horreur, dans les films de fantastique, très souvent, le mal s'annonce de façon assez mystique, assez mystérieuse. Il y a une dimension de transcendance, le mal. Et c'est exactement le cas, hein, toute la première partie du film. Il joue avec ces classiques, ces rôles classiques. Et après, bah, on voit vraiment le visage, le corps des méchants, et on les voit de façon très prosastique. C'est-à-dire, c'est pas des c'est des petits fous, c'est des personnes blessées, qui perdent le contrôle, mais donc ils sont portraités pas du tout de façon mystique ou transcendance. Il y a plus de transcendance. C'est pour ça que je dirais il y a une véritable sécularisation du mal comme thématique, ensemble avec les crescendo du mal. Donc les deux choses vont ensemble, et ça je trouve assez intéressant. Ça, je trouve une combinaison intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mal, il est toujours couplé, ou en tout cas lié avec cette question de l'avidité. C'est-à-dire que les personnages sont absolument sans morale.
Ce sont des personnages qui ne cherchent qu'à s'enrichir. En tout cas, le personnage principal, Yoshi, et c'est la même chose avec le personnage principal de Chime. Ce sont des personnages qui sont prêts à tout pour s'enrichir financièrement. Et cette espèce d'amoralité qu'il y a dans le film, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressante et bienvenue, parce qu'en fait, il juge pas et il nous laisse dans une sorte de... il nous donne la balle au bon, en fait, et c'est à nous de finalement avoir une réflexion sur cette question-là. Je trouve la fin du film, notamment les tout derniers plans, une espèce de pacte faustien dans une voiture avec un effet de transparence un peu Hitchcockienne, tout à fait fantastique comme ça, assez belle en fait. C'est une belle amoralité que ce cinéaste met en scène. Mais la mise à plat, la platitude dont tu parles, je pense qu'il faut aussi le contextualiser par rapport à l'aspect numérique, le côté numérique que le film travaille énormément, parce que je pense qu'il y a une dialectique entre la matérialité et l'immatérialité, parce que sur l'écran de l'ordinateur, tous les objets qu'ils vantent, ce sont diminués à des petits icônes et ils ont la même valeur pour sa propre avidité. Donc je trouve ça intéressant, mais l'espace qu'il occupe dans la réalité est différent. L'implication de leur, leur trajectoire qui, quand on le vante, est différente, mais devant l'écran de l'ordinateur, ils sont tous pareils. Donc cette dialectique entre la matérialité et l'immatérialité, je trouve c'est très très intéressant parce que c'est là aussi d'où découle l'avidité, parce qu'il ne sait pas trop l'objet de son gourmandise, quoi. C'est qu'en fait, le film met en scène, ou en tout cas tente de mettre en scène la transposition dans le réel de comportements qui sont exacerbés sur le net grâce à l'anonymat et la dissimulation que permet bien sûr Internet et les réseaux sociaux. Et il y a 2 séquences précisément qui transposent ça dans la réalité, en tout cas dans un film qui est censé nous montrer la réalité. C'est lorsque l'ancien patron de Yoshi en fait rôde autour de sa maison, essaye de l'épier. Yoshi est chez lui, toute lumière éteinte, et il remarque que son patron essaye de le surveiller, de le regarder à travers ses fenêtres. Et d'un seul coup, il y a la lumière qui revient chez Yoshi et qui indique à son patron donc qu'il est là. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde a peut-être déjà vécu sur un réseau social ou une messagerie, de voir qu'effectivement, surveiller que quelqu'un est en ligne ou pas. Et puis, il y a ce personnage alors assez grotesque aussi, qui a un sac en papier sur la tête. Et pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas être vu de son agresseur. Et ça, on sait que c'est un gros problème aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur les messageries, sur X notamment, des gens qui insultent et qui harcèlent sous couvert d'anonymat. Et je trouve, mine de rien, que ce film dit quelque chose de cette société qui plaide aujourd'hui pour une dérégulation totale des réseaux sociaux et l'abandon de toute modération, notamment du côté de personnages comme Trump ou comme Elon Musk. Voilà, on l'a vu dans l'actualité. Et en cela, je trouve que le film, il sent l'époque d'une manière assez fine par rapport à ces choses-là. Ouais, c'est intéressant ces perspectives de rapport à la virtualité. De ces points de vue, j'ai trouvé la figure, et c'est ça sur lequel peut-être je terminerai, la figure de l'assistant assez intrigante, parce que contrairement, même si le protagoniste lui-même est fidèle à son avidité jusqu'à la fin, même justement en devenant grotesque, la figure de l'assistant, c'est une figure qui étonne pour sa pureté. Parce qu'il est assistant jusqu'au bout, il accepte ce contrat avec son maître. Et là, c'est lui peut-être qui relance ces dimensions de transcendance de façon inattendue jusqu'à la fin et à cette fin paradoxale où on va de là vraiment de l'imaginable. Et lui, peut-être, il est une figure très anti-contemporain, très, très, très différente par rapport à la contemporanéité, à sa virtualité, parce qu'il a cette fidélité vraiment, je dirais, à l'ancienne. Et donc, oui, peut-être, par rapport à ce thème de la virtualité qui est très, très, très important et qui est englouti dans la question du mal et de son crescendo, peut-être quand même la figure de l'assistant est une sorte de petit élément d'espoir, même si, bon,
finalement. L'élément il s'est d'espoir. En tout cas, une réminiscence du rapport de maître à élève qu'on a vu chez les Yakuza ou chez les samouraïs, Ouais, peut-être. espoir au sens d'une certaine pureté, d'une certaine fidélité de ne pas se laisser corrompre. Après, c'est clair, paradoxalement, ça c'est l'énième ambiguïté, c'est la figure du diable à la fin. Mais paradoxalement, c'est la figure la plus pure et cohérente jusqu'à la fin. Et donc, qui se lève. Hein. C'est le seul moment où le film aussi, physiquement, se lève du bas de la terre, ça vole dans les cieux. Donc voilà, c'est juste une petite réflexion finale à laquelle je pensais. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant de terminer? Moi, j'aurais peut-être une petite chose à ajouter pour terminer. C'est quelque chose qui a retenu mon attention. C'est le rapport fétichiste et assez ambigu qu'entretient le personnage avec son écran, avec son ordinateur. Il a un rituel, par exemple, qui est de se planter donc devant son écran et d'attendre de voir si les produits qu'il a mis en vente vont trouver des acquéreurs. Et on sent une sorte de satisfaction presque sexuelle à chaque fois qu'une vente est confirmée sur son site. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça m'a presque rappelé le cinéma de Cronenberg, qui rattachait la sexualité à toute autre chose, de beaucoup plus tôt les boulons, enfin matérialiste en tout cas. Là, on est plus dans un travail par rapport à quelque chose de virtuel. Mais cette source d'ambiguïté-là qui est très présente dans la première partie du film, je trouve qu'elle est intéressante, mais malheureusement, il n'en a pas fait grand-chose dans la seconde partie qui est un peu ascensionique et qui est un jeu de massacre comme on l'a vu chez Tarantino ou autre. Mais tu sais, c'est un sentiment très, très familier parce que parfois, c'est un aveu. Quand je publie quelque chose sur Instagram, sur Twitter, je pense que c'est aussi un sentiment qu'on regarde si les gens aiment notre publication. Donc, je pense que c'est en quelque sorte très familier. Avouons-le, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est ça. Je me suis reconnue un peu dans ce geste, ce rituel. Je sais pas si c'est. Mais Nicolas, je pense que tu as raison là-dessus parce qu'il y a un petit geste assez intéressant de la construction de la scène que Yoshi, Ryusuke, s'éloigne de l'écran et il le laisse, il le voit. C'est comme un orgasme qui monte. Non, il le voit regarder toute seule. Et donc, pour moi, ça exprime la fascination de la machine, la fascination pour l'automatisme. L'idée, voilà, je crée un système qui peut marcher tout seul et je suis là avec curiosité et étonnement par rapport à la magie un peu de cette machine automatique. Donc, je pense là, il y a un vrai plaisir et tu le dis bien, fétichiste, je dirais, par rapport à l'ordinateur, par rapport à la virtualité, justement, dont, et je reviens là, j'y pensais justement maintenant, dont l'assistant est vraiment la contrepartie totale avec sa physicité, avec sa violence, mais très rigoureuse, très puriste, justement. Il est anachronique, cet assistant, finalement. Et anachronique, totalement. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est presque une figure qui plane dans le film et qui le sauve d'un certain sens. Il le sauve de sa postmodernité, peut-être. Bon, merci beaucoup pour cet échange, Giuseppe et Nicolas. Mon nom est Kusofolu. Vous avez écouté le Café Critique de Film Explorer. N'hésitez pas de découvrir d'autres podcasts sur le canal de Film Explorer. Film Explorer. Thank you for listening to podcast series Café Critique. Café Critique, Café Critique, Café Critique. Stay tuned on Film Explorer.